Les conditions météo règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang, ça va aller. Oh, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer! Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir! On peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous, vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, Oh mon Dieu. une tornade sans précédent déchire le cœur d'une ville américaine. C'est pas vrai. Regarde les dégâts. J'ai commencé à avoir peur. Je me suis mis à pleurer. J'arrivais pas à croire que je ne savais plus où j'étais. Une violente tempête en Afrique du Sud fait un carnage parmi les superpétroliers. Abaissez-vous! Abaissez-vous! On va taper dans la grue! Et une crue subite à Hawaï plonge un casse-cou tout au fond d'une chute d'eau de 9 mètres de haut. La force de l'eau me poussait tout au fond de la rivière. Tout mon corps s'était mis en mode survie. « 27 avril 2011, à Tuscaloosa, en Alabama, aux États-Unis. Ceci est un message d'alerte maximale. On attend l'arrivée d'une tornade de niveau fort à violent. Tuscaloosa se trouve au cœur de la zone à risque. C'est la saison des tornades. Toute la ville résonne au son des sirènes. Ryan Chandler, un étudiant de l'université, est sur le qui-vive. Les conditions météo étaient censées se dégrader peu à peu. On nous avait avertis plusieurs jours avant le 27. Je savais qu'une tempête arrivait. Les voitures de police circulaient dans la ville avec leurs haut-parleurs et les sirènes en marche pour dire à tout le monde de rester chez soi. Ils avaient vraiment mis le paquet sur le système d'alerte. Continue tout droit, vas-y. Continue par là. Au lieu de suivre les recommandations, Ryan part à la chasse à l'ouragan avec son copain de fac, Nate Hewitt. On peut toujours rentrer plus tard. Aucun d'eux n'avait déjà vu de tornade. J'avais toujours voulu en voir une. Donc partir à sa recherche, c'était vraiment l'occasion ou jamais. C'est seulement au moment où on a fini par la voir que j'ai commencé à y croire vraiment. Je pensais pas que ce serait possible un jour. Tu la vois? Ouais, elle est là. Le simple fait d'avoir une tornade sous les yeux, c'était époustouflant. Ce truc est énorme. Nom d'un chien, regarde ça. Juste devant eux se trouve une énorme tornade de force 4. Bon sang. La deuxième plus forte sur l'échelle de Fujita. Elle est provoquée par ce que les météorologues appellent des conditions rares et parfaites pour une tempête. Si on n'avait pas été insouciant, on n'aurait sûrement pas été dans la position où on se trouvait à ce moment-là. Elle traverse la route sur laquelle on vient de passer. Après avoir observé ce spectacle extraordinaire, il commence à se rendre compte qu'il pourrait bien être en pleine ligne de mire.
Elle n'allait ni à droite ni à gauche. Elle devenait juste de plus en plus grosse. Alors je me suis dit que ça venait droit sur nous. Oh mon Dieu. On voyait bien le tourbillon. Une chose aussi énorme qui tournoyait comme ça, c'était vraiment inhabituel. C'est dingue. On sentait une force absolument gigantesque. Chandler, ne retourne pas par là. Nate, filme, vas-y. On aurait cru être dans un film. C'était l'apocalypse. C'était un truc incompréhensible. Il faut qu'on aille par là. Non mais recule, bon sang. Ça va aller. Je rigole pas, là. On sait pas si ce truc va changer de direction. On n'est pas des experts. Avec une largeur de plus de 2 km et des vents atteignant 300 km/h, ce monstre de tornade avale tout ce qui est sur son passage. Quand on a reculé, on a pu observer la tempête. On voit des débris dans le ciel. En regardant le tourbillon, on voyait que c'était pas des petits morceaux de bois qui volaient. C'était des vraies poutres qui venaient des maisons. Il y avait des toits et des arbres. Oh mon Dieu. Mais en réalité, c'était la vie des gens qui partaient en tournoyant dans les airs. Cette tornade détruit tout ce qu'il y a. Ce sont des dizaines de maisons, des dizaines de propriétés, des dizaines de souvenirs qui sont rasés de la carte par la tornade. Je reverrai jamais un truc pareil. C'est incroyable. On s'est pas rendu compte que c'était historique. À 5 km de là, Brad Lawrence, qui habite le centre de Tuscaloosa depuis toujours, et son ami Josh sont sur des charbons ardents. Oh, c'est pas vrai. On savait qu'une tornade arrivait. Quand elle s'est approchée, j'observais un arbre dans le fond. Quand il a disparu, j'ai su que la tornade nous arrivait dessus. On devrait descendre au sous-sol, non? Quand l'arbre a été arraché, je savais qu'il était temps de se réfugier au sous-sol. Ça faisait comme un mur blanc et gris qui nous arrivait tout droit dessus. C'était un véritable monstre, un truc incroyable, impossible à arrêter. Tout le sol a commencé à trembler, comme si un train arrivait dans notre direction. Ça semblait venir de partout. J'avais mal aux oreilles. On était si près du cœur de la tempête, il y avait tellement de force dehors que l'air dans la maison était aspiré à l'extérieur. Oh, c'est dingue. C'est vraiment fou. C'était comme une explosion, comme si quelqu'un avait lâché Godzilla dans la ville. On espérait juste rester en vie les 7 prochaines secondes. Plus tard, vous verrez ce qu'il reste de la maison de Brad après avoir été touché. C'est en plein sur nous. Pendant que la méga-tornade décime la ville de Tuscaloosa, les blessés affluent à l'hôpital local. Il y a eu de nombreuses victimes, de nombreux blessés et une destruction totale. Comme nous venons de le voir, les tornades sont parmi les tempêtes les plus violentes sur Terre. Elles peuvent détruire tout ce qui se trouve sur leur chemin. Aucune ne se ressemble. Dans Nature meurtrière, nous vous montrons aussi les tornades les plus étranges et les plus extraordinaires. Le volcan Sinabung, en Indonésie, crache une coulée pyroclastique. Mais ce qui est plus rare, ce sont les tornades qui se forment à la suite de son réveil. Ces incroyables tornades de gaz et de feu peuvent tourbillonner sur presque 2 km de haut. Les scientifiques pensent que le principe est le même. Un entonnoir se forme suite à la rencontre d'un air chaud avec un air froid. Attention, ça arrive! Les trombes marines, comme leur nom l'indique, sont des tornades qui se forment au-dessus de l'eau. Regarde! Il en existe 2 types, les trombes d'air froid et les trombes tornadiques. Ces dernières partagent la même force destructive que les tornades terrestres. Elles sont capables de soulever des hommes, des animaux et même de petits bateaux. Quand
Quand une grande trombe marine atteint la côte, comme celle-ci sur Green Turtle Cay, aux Bahamas, elle provoque des dégâts effrayants. Ces types-là ont certainement dû être bien secoués. Regarde ça, non mais regarde-moi ça! Accroche-toi! Une autre forme de tornade assez rare est générée par des feux. Elle se forme quand une chaleur intense et des vents violents s'assemblent pour créer des tourbillons d'air. Ceux-ci se renforcent en une formation ressemblant à une tornade qui aspire des débris en feu et des gaz inflammables. Ça ressemble à la tour infernale, version naturelle. Enfin, même si, de loin, ceci ressemble à une tornade classique au beau milieu d'une chaude journée humide en Russie, en regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une colonne de moustiques qui vole en nuée. Personne ne sait pourquoi les insectes se comportent ainsi, mais cela arrive généralement après une importante éclosion d'œufs. Même si cette tornade n'est pas meurtrière, elle peut vous piquer au vif. Le 10 octobre 2017, le port de Durban, en Afrique du Sud, est balayé par une tempête violente et soudaine. Tout s'est effondré ici. Andreas Mathios, l'agent responsable des médias, est témoin de la destruction de sa ville. La ville était en état d'urgence et les vents frappaient ce bâtiment. Ils arrivaient à soulever les énormes panneaux en verre du toit qui tombaient sur la chaussée. Il y avait ce volume d'eau horizontal qui balayait toute la ville. C'était absolument dingue. C'était de la folie. Alors que le centre-ville est en panique, au port, c'est la confusion la plus totale. Des vents de 160 km/h rompent les cordes d'amarrage de 4 navires, les laissant dériver dangereusement incontrôlables. C'est de la folie! À bord de l'Ines, un navire de 300 mètres de long, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde, Warren Gillett, le chef de la sécurité, est en pleine situation de crise. On aurait pu faire du surf sur les vagues tellement elles étaient grosses. Reculez, ça va pas être du joli! Les vents étaient hyper violents. Ça ressemblait... En fait, ça ressemblait à un typhon. J'avais jamais vécu une chose pareille avant. Le navire sur lequel j'étais, l'Ines, a eu ses amarres avant qui se sont rompues en premier. Puis le vent a fait tourner le navire à presque 180 degrés. Les amarres du milieu ont ensuite cédé et le bateau a été projeté au milieu du port. Il y avait un navire militaire français amarré. On a failli faire tomber leur hélicoptère. On n'en menait vraiment pas large. C'était le chaos le plus total. Après avoir évité de justesse le navire français, l'Ines poursuit son chemin et entre en collision avec un porte-conteneur chinois bloqué sur un banc de sable. Attention, on va lui rentrer dedans! Sur le navire chinois, il y avait 3 grues à bord. Quand le navire a percuté le nôtre, les grues ont heurté notre superstructure ainsi que les conteneurs qui étaient sur notre pont. Abaissez-vous! Abaissez-vous! On va taper dans la grue! On ne savait pas comment ça allait finir une fois que le navire avait été percuté. Même si on n'allait pas très vite, après le choc, ça a continué à faire une pression, une poussée qui broyait et déchirait la tôle et faisait tomber la cargaison. Rentrez, rentrez! J'ai crié aux autres de se mettre à l'intérieur. Ils étaient effrayés pour la plupart d'entre eux. Ils se demandaient ce qui allait se passer ensuite. C'est sûr que c'était pas du joli. Alors que les navires jouent aux autotamponneuses navales, qui effraient tout le monde, l'Ines réussit à remettre les moteurs en marche. Pour mettre les moteurs en route sur un navire de la taille de l'Ines, il faut compter 15 ou 20 minutes, peut-être une demi-heure.
On ne peut pas simplement mettre la première, démarrer et ficher le camp, malheureusement. On a mis la marche arrière, ce qui nous permettait évidemment de se dégager de tous les autres navires. Et c'est à ce moment-là qu'on a reculé dans le terminal des marchandises réfrigérées qui se trouve à l'entrée du port. On s'est échoué et on a bloqué l'entrée. On a alors perdu le gouvernail. À ce moment-là, Andreas, l'agent des médias, se trouve sur les quais pour filmer le désastre. On a un navire qui s'est retrouvé bloqué, je sais pas comment. Les vents sont véritablement traîtres. Quand je suis arrivé sur place et que j'ai vu cette énorme porte-conteneur qui se tenait en travers de l'entrée du port, j'ai levé les yeux et je me suis dit « Attends un peu, c'est quoi ça ?» Il y avait un trou énorme à l'arrière du bateau. Ça paraissait récent. Je pouvais même voir à l'intérieur de la coque. Et les remorqueurs, ils allaient de gauche à droite. Ils se bousculaient pour se positionner. Ils poussaient et tiraient. Un navire de cette taille était à la merci des vagues et du vent. On était bloqué à l'entrée du port et on ne pouvait plus bouger. On ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre que le vent décide de se calmer. La tempête de 2017 est entrée dans l'histoire de Durban. 14 personnes ont perdu la vie et des centaines se sont retrouvées sans abri. Les dommages sont estimés à plus de 40 millions de dollars. Quant au navire Inès, il a finalement été dégagé de l'entrée du port et depuis, il fait l'objet d'importants travaux de réparation. Le capitaine lui-même, on peut dire qu'il était sacrément secoué. Oui, il était secoué. Je ne crois pas qu'il avait déjà vécu ce genre d'expérience, comme tous les autres qui se trouvaient sur le bateau d'ailleurs. Quand Dame Nature frappe, on est à sa merci. J'espère sincèrement que ce sera la seule fois que ce genre d'événement arrivera. Quand Dame Nature libère sa rage avec des vents violents, elle transforme souvent les objets conçus par l'homme en missiles mortels. Des vents extrêmes balaient le sud-est de l'Ukraine. Cette femme affronte les éléments sur cette aire de parking. Elle se prend un coup fracassant quand les vitres partent en éclats. On pourrait penser que décidément, Dame Nature ne peut pas l'encadrer. Toujours en Russie, ou devons-nous dire l'Ukraine. Dans cette région disputée qu'est la Crimée, une tempête balaie la mer Noire. Bien que le temps semble au beau fixe, les vents peuvent vite devenir d'invisibles assassins. Dans le beau ciel bleu, un arbre. Par chance pour ces automobilistes, ce bouleau argenté desséché vole en éclats sur le sol. Mais la calandre avant de la voiture paye quand même les pots cassés. À Krasnodar, ces piétons semblent plutôt en sécurité sur ce vaste boulevard. Mais les arbres qui se balancent dans le fond indiquent la force du vent. Étonnamment, ces piétons ont survécu en l'échappant belle lorsque le toit les a miraculeusement épargnés. Aux États-Unis, grâce à un réflexe éclair, ce propriétaire de chien survit à l'un des projectiles mortels de Dame Nature. Les branches d'arbres fragilisées par le vent qui souffle sont réputées pour être de vrais assommoirs. On comprend pourquoi. Transperçant les airs, cette branche passe à seulement quelques centimètres de sa tête. Le chien devra sûrement attendre que son maître se remette de ses émotions pour aller faire sa petite promenade. Au volant de nos voitures modernes, nous n'avons pas de difficulté à nous sentir en sécurité grâce à la structure déformable, aux airbags et à toute une kyrielle d'éléments de sécurité. Mais les concepteurs de voitures ont sous-estimé le caractère rusé de la nature et de ses attaques venues d'en haut.
Heureusement, personne n'a été gravement blessé dans cet exemple parfait d'une publicité qui nous assomme. Tout de suite, un skieur est avalé par une crevasse meurtrière dans les Alpes suisses. J'ai rebondi sur le bord. J'ai vraiment craint le pire. Et une crue subite torrentielle à Hawaï menace de noyer un groupe d'amis. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tous les autres essayaient de sauver leur peau. C'était la panique. C'est pas vrai. Comme nous l'avons vu plus tôt, en 2011, la ville de Tuscaloosa, en Alabama, a littéralement été réduite en 1000 morceaux. Tu la vois? Et ce, par l'une des plus puissantes tornades que les États-Unis aient connues. Recule, je rigole pas. Alors que la tornade creuse son sillon vers le centre de la ville, Brad Lawrence et son ami Josh n'ont que quelques secondes pour sauver leur vie. Il faut qu'on parte d'ici. La maison va s'écrouler. On peut plus aller nulle part maintenant. Je m'étais toujours dit qu'en cas de tornade, je prendrais tous les coussins du canapé et que je les jetterais au bas de l'escalier. On se mettrait dessous en espérant que ça nous protégerait des vitres. Ça va pas du tout. Ouais, ça serait mieux en bas. Il y avait des arbres qui volaient et qui percutaient la maison. Les vitres éclataient, des bouts de murs s'envolaient. Ça nous a paru une éternité, mais ça n'a duré que 7 secondes, je crois. On n'a pas vraiment eu le temps de paniquer. Ah non, mais regarde les arbres! Le Porsche a disparu. Brad et Josh s'en sortent miraculeusement avec quelques blessures mineures. Mais leur maison, elle, ne s'en tire pas si bien. Quand on est finalement remonté au rez-de-chaussée, la première chose qu'on a vue, c'était la vitre de la cuisine cassée et le Porsche qui n'était plus attaché à la maison. Il y a un trou dans le toit, t'as vu? Un trou dans le toit. Il n'y avait que des arbres, plein d'arbres partout autour de la maison. La maison de Brad étant protégée au creux d'un vallon, elle échappe au pire. Mais quand il arrive sur les hauteurs, le spectacle défie tout entendement. Tout était au ras du sol, tout avait disparu, les maisons avaient disparu. Tout ce qui restait, c'était les fondations, et même certaines avaient été soulevées. C'était comme sur un tournage de film. C'était irréel, la désolation absolue. Je me suis perdu, j'étais perdu dans ma propre ville. Il n'y avait plus aucun point de repère pour m'aider à savoir où je me trouvais. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dû m'arrêter et je me suis mis à pleurer. Je n'arrivais pas à croire que je ne savais plus où j'étais. Peu après être passé sur la maison de Brad, la tornade s'est dirigée droit sur l'hôpital. L'infirmière Sharon Oakley travaillait dans la salle des urgences. On s'occupait d'une petite fille de 2 ans sous assistance respiratoire. Le directeur a ouvert la porte et nous a dit de nous préparer. Soyez prêts. Il y a une énorme tornade qui se dirige sur nous. Elle est seulement à 1 kilomètre de là. Il faut que vous soyez prêts, c'est tout. Tout est devenu sombre. Et puis on a vu des débris voler un peu partout. Avec mon collègue, c'était probablement la première fois de notre vie qu'on avait aussi peur. Parce qu'on ne savait pas si ça allait être la fin. On s'est mis au-dessus de cette petite fille pour la protéger, parce que c'est notre rôle. On a tenu bon jusqu'à ce que la tornade s'éloigne. Tout était étrangement calme pendant les quelques minutes suivantes. C'était inquiétant. Le docteur Crawford a rassemblé tout le personnel et a dit qu'une énorme tornade avait détruit une grande partie de Tuscaloosa. On allait avoir de nombreuses victimes et beaucoup de pertes humaines. Il a ajouté qu'on devait se tenir prêt car la nuit allait être longue. C'est pas vrai, regarde les dégâts.
Les jeunes chasseurs d'ouragans, Nate Hewitt et Ryan Chandler, ont été parmi les premiers à voir la tornade. Ils assistent maintenant à sa brutalité sauvage. Tu prévois d'aller où maintenant? T'as vu? C'est pas vrai, regarde les dégâts. C'était complètement irréel. C'était comme si on était dans un film. C'était apocalyptique. C'était carrément incompréhensible. Regarde ça. Mon Dieu, tout ce qui était en place quelques secondes auparavant s'était alors transformé en un vrai désastre. Alors on s'est arrêté. Et là, une dame est montée dans la voiture. Bonjour. Montez, montez. Allez. C'est pas possible! C'est pas possible, c'est pas possible! Ça va? Vous allez bien? Elle était évidemment complètement désemparée. Elle pleurait après son chien. Son chien était mort. Oh mon Dieu! Mon chien est mort! C'est pas vrai! C'est à ce moment-là que Ryan me dit qu'il doit y avoir plein de gens qui ont besoin de notre aide. Alors, on a laissé la dame dans la voiture et on est parti chercher les gens qui étaient en souffrance. La tornade meurtrière n'a rien épargné ni personne. À l'hôpital, Sharon est submergée par la quantité impressionnante de blessés. On voyait des gens amener des blessés sur des planches de bois et même sur des portes. Et ces blessés étaient gravement atteints. Certains étaient estropiés, d'autres avaient des membres cassés ou des morceaux de débris dans le corps. Je me disais que telle ou telle personne était le meilleur ami de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un. Ça me faisait vraiment de la peine. On fait ce qu'on doit faire au moment venu et on y arrive. Et puis c'est après qu'on s'écroule. Quand je pense aux zones de guerre, je me dis que ça doit ressembler à ça. Le 27 avril 2011 sera à jamais ancré dans l'histoire de Tuscaloosa. 65 personnes ont perdu la vie et plus de 1000 ont été blessées. La tornade a déchiré le cœur de la ville, mais pas son âme. Tout de suite après, et puis les jours, les semaines et même les mois suivants, ça n'avait pas d'importance de quelle couleur de peau vous étiez, en quelle religion vous croyez, d'où vous veniez ou combien d'argent vous aviez. Tout le monde aidait tout le monde. On ne se posait même pas la question. Et c'est ça qui m'a rendu le plus fier en tant qu'habitant de Tuscaloosa, mais aussi au niveau de l'État de l'Alabama, parce que le soutien est venu de partout. Quant à Ryan, l'ami de Nate, toute cette horrible expérience et les efforts pour remettre la ville sur pied lui ont fait changer sa façon de voir les choses. Ma tante m'a demandé pourquoi je ne deviendrais pas pompier. C'est comme ça que c'est devenu ma vocation. La tornade m'a montré que d'être là pour les autres, aider ma communauté et avoir l'occasion de donner en retour était vraiment ce que j'étais censé faire de ma vie. L'île de Maui à Hawaï est un endroit idyllique pour les vacanciers à la recherche de soleil, désireux d'échapper aux problèmes du monde. Il y a quelques années, en août 2015, le moniteur de plongée Sean Steininger emmène quelques amis découvrir une magnifique chute d'eau de 9 mètres de haut. Mais l'aventure prend une tournure catastrophique. La journée a commencé ensoleillée, une belle journée sans problème. Mes amis et moi, on était en camping-car. Ils étaient là en vacances. On avait prévu de passer une bonne journée ensemble. Sur la route, on s'est arrêté. On a marché en direction du chemin qui menait au cours d'eau. On a essuyé un petit crachin, pas grand-chose. C'était pas une grosse averse du tout. Ça a duré autour de 20 minutes, et puis ça s'est arrêté. On est arrivé à la chute d'eau. Tout le monde s'est mis en maillot de bain. Mon ami AJ et moi, on a escaladé. Et puis j'ai proposé d'aller plus haut, là où je savais qu'on pouvait sauter. Il y a un endroit où l'on peut sauter sur le côté de la cascade. Mes amis avaient leurs appareils photo et leurs drones de sortie. J'ai décidé de traverser à gué au milieu de la rivière. Sans que Sean le sache, la pluie tombée précédemment provoque une réaction en chaîne mortelle. La rivière principale s'engorge de tous les cours d'eau des environs en créant une crue subite meurtrière. Je faisais l'andouille, comme d'habitude, devant la caméra.
Et puis j'ai commencé à retraverser à pied. J'avais de l'eau au niveau des genoux, rien d'anormal. C'était un peu bizarre, mais rien d'inquiétant. Je me tenais toujours au rocher pour revenir tranquillement. L'eau me poussait de plus en plus fort et montait de plus en plus. La rivière coulait juste de plus en plus vite et son niveau grimpait de plus en plus. J'avais de plus en plus d'eau qui me poussait. J'en avais maintenant jusqu'au cou et ça continuait de monter. J'en avais dans la figure et l'eau me poussait tellement fort que je savais que j'allais lâcher. Juste en dessous de moi, il y avait un grand remous d'eau avec des gros blocs de rochers. Cette eau marron noire m'a poussé dans le précipice. Je me suis cogné la cheville sur un rocher. J'ai commencé à tournoyer dans les airs. Et puis j'ai touché le fond. Bien sûr, la force de l'eau me poussait tout au fond de la rivière. Je tournais et tournais comme si j'étais dans une machine à laver. C'était presque comme si tout mon corps s'était mis en mode survie. Il fallait que je nage, que je sorte la tête de l'eau. Je ne pouvais penser à rien d'autre que de me sortir de là. Ensuite, j'ai senti que j'étais projeté sur le côté de la rivière. Je me suis retrouvé à la surface, étonné de tout ce qui s'était passé. Son expérience de moniteur et son sang-froid permettent à Shaun de s'en sortir sain et sauf. Mais immédiatement après, ses amis et lui se retrouvent au milieu d'un danger encore plus grand. Les eaux torrentielles menacent de les entraîner vers une autre chute encore plus grande, cette fois-ci haute de 30 mètres. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tous les autres essayaient de sauver leur peau. C'était la panique. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le problème était beaucoup plus grave que ma simple chute du haut de la cascade. On était tout simplement prisonniers dans ce trou, dans cette vallée. Le chemin qu'on avait emprunté pour accéder à la chute d'eau était maintenant impraticable à cause du volume d'eau énorme qui empêchait de passer. J'avais encore plein d'adrénaline en moi. Il y avait un type avec sa femme qui nous avait suivis. Quand elle a essayé de repasser la rivière, elle s'est retrouvée comme une biche dans les phares d'une voiture. Son mari a dû la pousser sur le côté de la rivière, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et il a été entraîné si vite qu'il a failli dévaler la plus grande cascade. Finalement, Shaun et ses amis réussissent à se mettre à l'abri et appellent les secours pour qu'ils viennent les évacuer en hélicoptère. Après s'en être sortis de justesse, cette mauvaise expérience leur donne à réfléchir. J'étais vraiment soulagé que cette intense mésaventure soit terminée. On a dû réagir au quart de tour. Sincèrement, je préfère en rire. C'est tellement ridicule ce qui nous est arrivé. On est tous sains et saufs. J'ai peut-être un pied en vrac, mais ce n'est rien par rapport à ce qui aurait pu arriver. La première chose que j'ai faite quand on s'est tous retrouvés dans le camping-car, c'est de m'excuser. J'ai dit « Désolé, j'ai failli tuer tout le monde. J'espère que vous me pardonnerez. » Alors que nous dépensons des millions et des millions à essayer de prévoir la météo le plus précisément possible pour nous prévenir des conditions climatiques mortelles, les pauvres animaux doivent souvent se débrouiller tout seuls. Dans les forêts inondées du Victoria en Australie, Oh, pauvre petit père. un koala au poil tout doux est coincé au creux d'un arbre. Heureusement, ces jeunes gens sous le charme viennent à son secours. Oh mon Dieu! La preuve qu'il vaut mieux être mignon pour gagner sa place au royaume des animaux. Allez, mon petit bonhomme, descends.
Sur la terre ferme, le koala part entre-temps sans même dire merci. C'est ce que j'appelle un poil de toupet. Toujours en Australie, ce python cherche l'ombre sous des températures caniculaires. Voici 2 pythons tapis. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ils se sont probablement accouplés. La femelle semble déjà partie, mais le mâle est encore là. Je vais juste vérifier son humeur. Ces pythons tapis peuvent se fâcher s'ils sont dérangés pendant leur sieste. Donc il vaut mieux les manipuler avec douceur. Magnifique. Et voilà. Apparemment, il veut jouer. Ah, regarde, il veut entrer dans le sac. Regarde ça. Non mais, c'est tellement typique. C'est une façon très impressionnante de charmer un serpent. J'ai même pas eu à le faire. Je vais t'emmener dans la biosphère. Ça y est, c'est bon. Si la vie pouvait toujours être aussi facile. Il n'y a pas que les pythons qui sont capables de se secourir par eux-mêmes. Au Brésil, cet homme décide de sauver une des 9 vies de ce matou. Mais en vain. La preuve que rien ne sert de jouer au chat et à la souris. Le cyclone Debbie balaye le Queensland en Australie. Dame Nature se déchaîne comme jamais. Attention, que les arachnophobes détournent le regard. Les araignées affluent pour se réfugier sur la jambe de cet homme. Ça fait peur. Le requin a la réputation d'être l'impitoyable tueur au sang-froid des océans. C'est un mythe injuste que nous allons rectifier tout de suite dans Nature meurtrière. Après une tempête sur les côtes de Floride, ce requin, à première vue, semble harceler ce plongeur. Mais on aperçoit qu'un crochet est planté dans son flanc. Le plongeur va le lui retirer. Pour montrer sa gratitude, notre prétendu féroce prédateur pousse du museau le plongeur pour le remercier à sa façon. Station de Saas-Fee dans les Alpes suisses. En cette belle journée de novembre 2016, Jamie Mullner et son frère Jack partent skier sur un fameux glacier criblé de crevasses fatales, dont certaines font plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Il y a une face du glacier qui est assez pentue, et il y a une rangée de crevasses qui longe la partie basse. Attention, reste bien sur les traces. Généralement, les crevasses sont assez fatales. Le plus souvent, on ne peut pas s'en sortir sain et sauf. Chaque année, une centaine de skieurs meurent dans les Alpes en Europe. Beaucoup sont engloutis par les crevasses meurtrières. Ce qui rend ces trous béants particulièrement mortels, c'est qu'ils peuvent être cachés sous une fine couche de neige. Reste bien sur les traces, d'accord? Il y a des crevasses devant. Je savais qu'à cette saison, il y avait une voie qui ne comportait pas de crevasses. Donc j'avais prévu de passer par là. J'ai skié un peu sur les traces, et puis je me suis déporté un peu à gauche pour essayer la neige fraîche. À un moment, j'ai commencé à voir un trou. Ensuite, je me suis rendu compte que j'étais plus vraiment dans la zone sûre. Alors j'ai commencé à tourner vers la droite aussi vite que j'ai pu.
et ça m'a fait tomber. J'ai fait un bond en arrière. Je voyais plus rien. Et après, j'arrêtais pas de rebondir sur les côtés. Je savais que j'étais en train de tomber dans une crevasse. J'ai vraiment craint le pire. Je me demandais comment ça allait se terminer. Si j'allais rester coincé au fond, pris au piège, ou si j'allais me casser le cou, me casser les vertèbres ou autre chose. Jack, je suis dans une crevasse! Non loin de là, le frère de Jamie regarde la scène sans pouvoir y croire. Il descendait tranquillement, et puis on l'a vu tourner. Et tomber dedans. Pendant une demi-seconde, je savais pas ce qui se passait. C'était le moment le plus terrifiant. Ouais, je vais bien. Je suis tout en bas. Miraculeusement, malgré une chute de 18 mètres, Jamie est en vie, indemne. Mais il n'est pas pour autant hors de danger. J'étais plutôt inquiet parce que je savais pas à 100% si la partie sur laquelle je me trouvais était vraiment solide ou si c'était un pont de glace qui pouvait se rompre et me faire tomber encore plus bas. Les crevasses sont souvent en forme de V. Ça veut dire qu'elles sont de plus en plus étroites quand on s'enfonce à l'intérieur. Ma plus grande peur, c'était de rester coincé dedans, et au fur et à mesure que la chaleur du corps fait fondre la glace, on s'enfonce de plus en plus à l'intérieur. C'est une mort plutôt atroce. Ouais, j'arrive à bouger. J'ai plein de place autour de moi. Celle dans laquelle je suis tombé a la forme d'un A, et j'ai atterri sur la neige fraîche. Je pense pas que je vais tomber plus bas. Je vais bien, j'ai juste... Ouais, je vais avoir besoin de pas mal d'aide pour remonter. Il y a plein de neige qui vient de tomber, c'était plutôt horrible. Tu vas bien, Jamie? Ouais, je vais juste rester tranquille, je crois. Pendant les 2 heures suivantes, Jamie est obligé de rester dans sa tombe de glace en attendant l'arrivée des secours. Je crois qu'il faut que je laisse tomber les skis, honnêtement. Avec tout ce temps devant lui, Jamie se relaxe dans les entrailles du glacier. Bien sûr, j'avais qu'une envie, c'était de remonter au plus vite. On se sent très seul tout au fond, il n'y a aucun bruit. C'est vraiment magnifique au fond du glacier, c'est un monde étrange. J'avais mis de la musique à partir de mon téléphone. Donc j'écoutais de la bonne musique. Bien sûr, je me suis dit que ce serait vraiment bête d'utiliser toute la batterie parce que j'écoute de la musique. Et puis après, je risque de ne plus avoir de radio. Ce serait bête. Ça aurait été inquiétant de savoir qu'il était dans le fond, blessé, et que c'était une course contre le temps. Il fait froid à l'intérieur du glacier, mais il fallait juste attendre une équipe de secours. Finalement, une fois que les secours arrivent, Jamie a la chance d'être relativement facilement extirpé des entrailles du glacier. Tout ce qu'ils ont fait, c'est me lancer une corde à laquelle je me suis accroché. Ensuite, ils m'ont remonté. Je me suis retrouvé à la surface complètement indemne. Les secouristes m'ont regardé étonné et ils ont dit que ça n'arrivait pas très souvent. Ça aurait pas pu mieux finir, vraiment. Merci beaucoup, les gars. Après être passé si près d'une mort particulièrement atroce, maintenant, quand Jamie dévale les pentes, il se montre naturellement un peu moins cavalier. J'essaie vraiment de faire beaucoup plus attention maintenant. Quand je skie, je prête attention à ce qui m'entoure. Je prends beaucoup moins de risques. Je suis de plus en plus sur mes gardes. Je suppose que ce qui a changé, c'est que je n'ai absolument pas envie de retomber dans une crevasse. Je me dis qu'on peut pas être aussi chanceux 2 fois dans la vie. Conduire sur la route est probablement l'une de nos activités les plus dangereuses. Si on ajoute un peu de glace et de neige, ça devient l'apocalypse. En cette journée hivernale dans le Montana aux États-Unis, ce semi-remorque glisse dans le décor. Il s'écrase 15 mètres plus bas.
Le camion est peut-être fichu, mais au moins, les essuie-glaces fonctionnent toujours. À Magnitogorsk, en Russie, il faut avoir une certaine présence d'esprit. Car une voiture peut surgir de n'importe où. Et de la façon la plus inattendue. S'écarter ou s'arrêter dans ces conditions est pratiquement mission impossible. Ce qui permet à cette voiture transformée en boule de bowling de faire un beau strike. En Crimée, on pourrait penser que la population est assez habituée à composer avec des conditions difficiles. Mais cet automobiliste a oublié ses pneus neige. Donc même une pente douce peut provoquer une réaction en chaîne désastreuse. Alors que les curieux se rassemblent pour admirer la situation, il manque de se faire écraser. Pour prouver que ce n'était pas dû au hasard, un autre véhicule se joint à la fête. Quand la visibilité ne dépasse pas quelques mètres et que les routes sont couvertes d'une épaisse couche de neige, doubler n'est pas conseillé. Et voici pourquoi. Chose étonnante, tous les acteurs de cet accident étaient encore en vie pour raconter leur expérience. Dans cet épisode, nous avons vu Dame Nature contracter ses puissants muscles et nous rappeler notre vulnérabilité. Nous l'avons vu faire tomber des toits, détruire des bâtiments et se moquer de nous. La prochaine fois, vous en verrez encore davantage. Car la nature meurtrière ne s'arrête pour personne.